Cela fait un moment que je n'avais pas refait ce concept. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans les films à voir dans sa vie, épisode 9, je crois. Juste pour faire simple, c'est un concept que j'ai pas fait depuis un moment parce que je me mettais un peu trop la pression. J'en ai parlé dans ma vidéo bilan pour ceux qui l'ont vu. En gros, j'avais toujours envie de faire des réalisateurs différents, de faire des époques différentes, de faire des pays différents, de l'animation, du live. Je voulais tout faire et ça mettait un peu la pression et surtout, j'avais pas le temps de revoir des films parce que j'aime bien les revoir aussi. C'est un peu une excuse pour moi de me replonger dans ces films ou même d'en découvrir des classiques que j'ai pas vu auparavant, comme dans la vidéo d'aujourd'hui, il y en a que j'avais jamais vu avant. Et l'objectif, c'est du coup de vous conseiller des films qui sont bien, voire très bien, voire des chefs-d'œuvre ou des monuments d'après moi, qui sont pas dans l'actualité. Il y a des genres un petit peu différents et ça sera surtout par rapport à ce que moi j'ai envie de recommander au moment même, sans me prendre la tête. S'il y a 5 films américains, il y aura 5 films américains. S'il y a 5 blockbusters, il y en aura. S'il y a 5 films japonais, il y en aura. Bref, ça sera en fonction de mon feeling, en fonction de ce que j'ai envie de recommander, en fonction de ce que j'ai vu récemment, vu que maintenant je revois de plus en plus de films anciens au cinéma. Et parfois, quand je sors du cinéma, j'ai ce réflexe où j'ai envie de parler de certains films. Donc voilà, je vais essayer d'être plus régulier en fonction des sorties de vidéos qu'il y a à faire. Si j'arrive à en sortir une tous les 6 semaines, je pense que ça peut être pas mal. Et encore une fois, vous n'êtes pas censé adorer tous les films de la liste. Il y a des films qui seront pour vous, d'autres moins, et c'est ok. Et ce n'est pas une critique, mais juste un moyen de vous motiver à les regarder. J'ai d'ailleurs fait des sondages sur les réseaux sociaux pour savoir combien d'entre vous ont vu ces films. Et il y aura évidemment pas de spoiler, et j'ai envie d'avoir votre avis sur les films en question. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder et à partir de là, juste vous changez de pays. Que ce soit le Canada, les États-Unis, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, peu importe, vous changez pour la VOST-FR et même la VF pour ceux qui en ont besoin. Vous débloquez plein de films. Sur Netflix par exemple, vous avez déjà Here ou Emilia Perez. Sur Disney+, vous avez plein de films comme Deadpool et Wolverine, Alien Romulus, Vice Versa 2 et A Real Pain, même si encore une fois, je vous conseille d'attendre la sortie salle. Ensuite, sur Paramount+, vous avez Gladiator 2, par exemple, déjà, et c'est simple. Si vous avez un abonnement MyCanal, vous pouvez vous connecter sur Paramount+, l'application officielle, avec votre compte MyCanal. C'est comme ça que le VPN va fonctionner. Et la même chose pour Max. Connectez-vous directement à l'application Max avec votre compte MyCanal, parce que là, vous avez Beetlejuice 2, Joker 2, Juré numéro 2, vous avez aussi Trap, par exemple, A Different Man, qui n'a toujours pas de sortie officielle française, malheureusement, et L'amour au présent, qui arrive aussi dès la semaine prochaine. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous connaissez les avantages qu'offre YouTube Premium, et si vous avez un VPN, eh bien c'est moins cher dans des pays de l'Union Européenne, comme la Roumanie, la Bulgarie, et je vous conseille des pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple de prendre l'abonnement. C'est moins cher dans d'autres pays, mais c'est plus compliqué. Mais encore une fois, il y a plein de tutos, et oui, ça marche encore aujourd'hui. Ça marche aussi sur d'autres abonnements, hein, comme par exemple Letterboxd, que vous pouvez avoir pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer avec un film qui s'appelle Apollo 13 qui est réalisé par Ron Howard. Il est sorti en 1995 et vous êtes 35% à l'avoir vu. Apollo 13 est l'histoire de la dernière mission spatiale de la NASA qui avait pour objectif d'arriver sur la Lune. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu et au lieu de faire ce fameux alunissage, l'objectif est maintenant de sauver les astronautes dans l'espace. Apollo 13 est un film que moi j'aime bien pour plusieurs raisons. C'est dans le classicisme assez habituel de Ron Howard, mais Ron Howard c'est un réalisateur que je trouve efficace. Du moment qu'il a un bon scénario, il arrive à créer une ambiance, il arrive à nous attacher à ses personnages, il arrive vraiment à nous mettre dans l'action, que ce soit émotionnellement ou avec évidemment toutes ces techniques pour le grand spectacle. Et Apollo 13 c'est un peu ça, c'est un peu une ode à une Amérique qui a tout donné pour sauver des astronautes. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est la manière dont le film mélange le côté vie de famille. Il y a beaucoup de passages d'ailleurs sur la famille, et je précise que je l'ai revu au cinéma d'ailleurs. C'est pour ça que ça m'a marqué, parce que dans mes souvenirs Apollo 13, on se concentrait sur la mission, mais c'est qu'on parle beaucoup de la famille, des différents astronautes dans l'espace, on essaie de créer des liens entre eux avec la NASA, parce qu'ils vont symboliser aussi l'Amérique qui essaie de soutenir ses astronautes. Mais il y a un côté un peu cynique à la chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que les Américains se posent la question à cette époque, pourquoi retourner sur la Lune? C'est bon, je veux dire, il y a des cailloux et c'est fini, c'est un peu les arguments. Du coup, c'est intéressant comment les gens changent d'avis lorsque les astronautes sont en danger. On était passé d'un alunissage en théorie dont tout le monde s'en foutait à maintenant une sorte de mission de rescousse, et là tout le monde est connecté, tout le monde a envie de voir ce qui se passe. Et donc j'aime beaucoup l'aspect familial de une, mais j'aime beaucoup évidemment ce qui se passe dans l'espace et à la NASA, parce que oui, c'est ces fameux astronautes gérés par Tom Hanks, mais il y a plein d'acteurs connus comme aussi Kevin Bacon, Ed Harris. Et c'est intéressant parce que du coup, eux seront dans l'espace à 3, il y aura plein de problèmes techniques et ils vont essayer de s'en sortir. Et il y a une vraie intensité, un vrai stress qui est créé par rapport à ça, avec un compte à rebours évidemment, que ce soit l'oxygène, le froid et des choses comme ça. Et en même temps, au QG de la NASA, tous ces gens-là qui paniquent, ces mathématiciens
mathématiciens, ces physiciens, qui essaient de les sauver aussi. Donc tu as un beau travail de ping-pong entre les deux, où ils vont essayer de se répondre, s'entraider, mais il y aura aussi des conflits, des failles. Et plus tu avances dans le film, plus les trois intrigues, soit les familles de la NASA et du coup forcément les astronautes, se mélangent avec un beau crescendo, je trouve, non pas que émotionnel, mais en termes d'action qui est assez prenant. Et c'est un bon film de cinéma. Moi, je l'ai jamais vu au cinéma pour le coup, et c'était vraiment plaisant à voir parce que du coup, tu es vraiment immergé. C'est 2h20 qui passe vraiment bien. Alors oui, il y a peut-être quelques longueurs et tout, et tu as envie d'aller droit au but. Et oui, c'est peut-être un peu classique en termes de mise en scène, mais ça fait partie de ces films que j'aime bien parce qu'ils respirent un peu, vous savez, l'Amérique optimiste qui est prête à dépenser des millions, voire des milliards, t'as l'impression, pour sauver 3 mecs dans l'espace. Mais j'aime beaucoup vraiment ce côté un peu patriotique qui est dans une période avec Nixon évidemment à l'époque assez intéressante. Du coup, tu as à la fois cette image de l'Amérique et en même temps ces aventures dans l'espace qui tournent mal. C'est d'ailleurs assez impressionnant comme ils ont fait pour l'époque, pour la 0G, des choses comme ça. Donc c'est vachement bien. C'est pas un grand film ou un chef-d'œuvre, mais parfois j'ai envie de me regarder ce genre de film très patriotique américain parce qu'en vrai c'est fun, c'est assumé et il reste aussi un petit peu critique de ce qui se passe et c'est une belle image d'une certaine époque. Donc honnêtement, c'est sympa. Mais c'est peut-être du coup, oui, le moins grand film de la liste, mais parfois il faut aussi regarder des trucs un peu plus sympas qui sont pas toujours des chefs-d'œuvre. Ensuite, le prochain film que j'ai envie de vous recommander est un film que je n'ai jamais vu, que j'ai aussi redécouvert au cinéma en version 4K. C'est La Strada de Federico Fellini. J'avais déjà vu du cinéma de Fellini, mais celui-ci, vous êtes que 7% à l'avoir vu. C'est un film qui est sorti en 1954. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait abandonner par sa famille. Oui, en effet, sa famille lui dit d'aller bosser dans le cirque. Sauf que ce cirque-là est un cirque ambulant géré par un seul homme. Gelsomina et du coup Zampano vont traverser l'Italie pour se faire de l'argent de ville en ville en découvrant du coup une Italie post-Seconde Guerre mondiale. Je crois que j'ai vu que 3 films du coup de Fellini, mais celui-ci est une belle découverte parce que du coup il va vraiment se concentrer sur une femme qui a l'air un peu anormale dans son comportement. Il n'est pas comme les autres femmes, t'as l'impression qu'il est un peu, tu sais, sur le spectre de l'autisme. En tout cas, c'est peut-être comme ça qu'on l'interprète à notre époque aujourd'hui, mais en réalité à cette époque-là, il y avait un côté très théâtral et très kitsch à beaucoup des performances d'acting. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme très faible qui se fait complètement dominer par cet homme et du coup leur relation est le cœur du film parce que tu sais pas vraiment si c'est juste son employé, s'il la maltraite, voire plus. Et ce qui est intéressant, c'est comment justement les deux vont évoluer, comment ils vont vivre des montagnes russes émotionnelles, parce que même si Zampano est clairement l'oppresseur de cette femme qui l'oblige à travailler dans le cirque et des choses comme ça, bah, le regard de lui sur elle va beaucoup évoluer. Le regard d'eux sur l'Italie post-guerre mondiale est super intéressant, que ce soit d'un point de vue religieux, que ce soit dans les différentes villes, que ce soit par rapport au divertissement de rue de manière générale. Et c'est là que je pense que le cœur du film réside, c'est que c'est des personnages qui sont fatalement peu manichéens, dans le sens où le point de vue qu'ils ont de leur pays, le point de vue qu'ils ont sur eux, que ce soit d'un point de vue personnel, Gelsomina aura tendance à être triste, à pas être heureuse, mais parfois elle aura des moments d'euphorie. Et ça va être par rapport à des rencontres, ça va être par rapport à cet homme-là, Zampano, qui lui fait beaucoup de mal. Et c'est ça, je pense, la grande force de l'œuvre, c'est la manière dont il filme l'Italie, la manière dont il arrive à mettre son pays en avant de différentes manières en fonction de qui le regarde, et comment cette relation-là va développer les personnages. Toi, tu vas en apprendre un peu plus sur eux, tu vas découvrir qui ils sont réellement, d'une manière assez forte, je trouve, assez touchante, et je pense que c'est l'une des fins les plus mémorables que j'ai vues ces dernières années au cinéma. C'est à la fois féerique, parce que c'est comme le cirque, il y a un côté un peu magique, enchanteur au truc, et en même temps, c'est assez tragique, parce qu'on parle quand même d'un homme qui domine une femme, et qui, t'as l'impression, est un peu un enfant abandonné. Je trouve que c'est un bel hommage à ces enfants, justement, des rues de Une, à ces gens qui essaient de vivre, ces nomades presque, et en même temps, une vraie critique acerbe de comment l'Italie voit ces gens-là, de comment eux se comportent entre eux, et de cette relation qui est fatalement assez douloureuse et à la fois belle. C'est un road trip movie, du coup, il y aura plein d'aventures et mésaventures de ville en ville, certaines qui vont se répondre, il y aura des parallèles qui sont dressés par rapport à leurs relations, ils vont voir à certains moments la vie qu'ils auraient aimé, et moi, je trouve que c'est un très bon film, et la fin, pour moi, l'a un peu élevé. Je vais pas évidemment vous raconter ce qui se passe, mais le dernier acte du film est vraiment énervant et à la fois touchant, et justement, quand un film te fait ressentir des émotions comme ça, assez contradictoires, et qui t'énerve un petit peu, je trouve que le pari est réussi. Donc si vous voulez plonger dans une Italie post-guerre d'une manière à la fois comique et assez dramatique, avec des sujets sérieux, comme justement ces abus dans un couple qui n'est pas un couple romantique pour le coup, une relation assez unique qui se développe, avec un acting assez fort. D'ailleurs, c'est la femme de Fellini qui joue dans le film, et elle est souvent traitée genre de légumes, ou elle est souvent insultée ou des trucs comme ça. C'est assez drôle qu'il ait passé genre le film à insulter sa femme, de moche, et bref, c'est assez drôle quand tu sais ça, mais globalement, c'est un petit bijou, et je vous conseille La Strada. C'est une comédie noire d'un pays qui a besoin de passer à autre chose. Ensuite, j'ai envie de vous recommander un film que j'ai revu pour le coup en salle aussi, version 4K. C'est le film Aguirre, la colère de Dieu, le film le plus connu de Werner Herzog, sorti en 1972, et vous êtes 9% à l'avoir vu. Aguirre, la colère de Dieu raconte l'histoire de colons espagnols qui sont en Amérique latine afin de retrouver ce fameux Eldorado, sauf qu'il n'existe pas. Du coup, ils sont sur une quête sans fin qui va les mener vers de nombreux problèmes. Lorsqu'on parle de Werner Herzog, il faut parler de son film le plus iconique, évidemment Aguirre, la colère de Dieu, un film du coup en allemand, parce que Werner est allemand, mais c'est des colons espagnols, et le film a été tourné au Pérou, si je dis pas de bêtises, et ça se voit, on est vraiment dans la pampa péruvienne, et c'est un peu le but du film, ils ont filmé sur place pour le coup, parce qu'ils sont à la recherche de cet Eldorado, et ils savent pas où c'est, ils sont en train de rechercher tout le pays, il y a des natifs qui leur disent
qui sont bientôt arrivés, des choses comme ça, mais c'est une quête éternelle vers rien, parce que du coup c'est quelque chose que les natifs ont utilisé pour survivre et les faire partir autre part et sûrement les mener à leur mort parce qu'ils vont vers rien, sans nourriture, avec des ressources limitées. Et ce qui est fort, c'est vraiment la manière dont il y a un homme dans le tas qui s'appelle donc Agir, qui lui a une sorte d'ego divin, d'où la colère de Dieu, mais ça fait aussi référence à la nature, ça fait aussi référence à comment le monde autour d'eux, de ces colons, se rebelle afin de les faire tomber, parce que oui, globalement, ce sont les méchants. Les colons qui sont là, ils veulent trouver l'Eldorado pour l'oppresser, pour piller ses richesses et en faire un nouvel état. Et la force de cet homme-là, c'est qu'il a une sorte de protection presque magique, t'as l'impression, mystique, où t'as l'impression que c'est un dieu parmi les hommes, parce que tout se passe bien pour lui, mais par contre, pour son équipage, qui n'est pas son équipage à la base, hein, mais il va prendre le pouvoir au début du film, tout va mal se passer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la manière dont Herzog, il mélange le mystique avec la réalité, genre ils ont littéralement tourné là-bas, majoritairement sur le fleuve, et sur un vieux radeau, on est rarement à terre, et c'est là qu'il y aura une vraie étincelle entre l'équipage qui n'est jamais d'accord avec ce qui se passe, entre les abus de pouvoir des nombreux dirigeants, et en plus il y a des choses un peu constitutionnelles qui se mettent en place, il y a des choses par rapport aux religions, il y a des choses par rapport à la violence, par rapport aux natifs évidemment qui vont intervenir, par rapport à cette forêt qui les appelle et qui en même temps est leur piège. Le fleuve est à la fois la sécurité mais aussi leur fin possible, parce que c'est un fleuve non pas infini mais qui va très très loin et très long, et ils avancent à peine et des choses comme ça. Donc en fait tous les éléments sont contre eux, mais tu as quand même une sorte de volonté humaine qui s'érige devant ces gens-là, et ça va être intéressant dans les différentes relations. J'ai pas envie de trop en parler, mais évidemment ça va aller dans la religion, ça va aller dans l'aventure, dans la colonisation, dans cette violence par rapport aux indigènes, mais aussi la présence de la nature. Il y a un truc très fascinant par rapport à ça, il y a des séquences assez géniales et mémorables, des plans magnifiques, je veux dire, il y a un côté très documentaire au truc, hein. T'as l'impression que c'est improvisé tout le long, c'est grandiose, il y a juste quelques séquences où là tu sens la mise en scène entre guillemets, où t'as l'impression que c'est vraiment scénarisé, mais tout le long on dirait vraiment un documentaire de colons à l'époque. Et vu que t'as ce compte à rebours en fait de l'Eldorado qui n'existe pas, le film est fascinant et il dure quoi, 1h25, 1h30 si j'ai pas de bêtises, ça passe très très vite, j'ai acheté le 4K d'ailleurs, je le reçois bientôt, mais il est fascinant justement grâce à ça, à son ambiance, sa manière de filmer, comme le fait souvent Herzog, la nature, les gens, et ce personnage là d'Agir qui est fascinant. J'ai pas envie de trop en révéler sur lui, regardez le film, encore une fois 1h30, alors il y a peut-être des trucs un peu mal vieillis, surtout par rapport à des impacts de flèches et un peu de la violence, ok, mais globalement vous faites un peu abstraction de ça, et normalement vous n'allez pas vous ennuyer, et le but du film c'est aussi l'ennui, parce que ces gens là sans lui ils ont plus à manger, bref, je vais pas trop en révéler, mais si vous voulez voir le film entre guillemets presque ultime sur la colonisation de l'Amérique latine, ou en tout cas une sorte d'image de ce que ça aurait pu être, c'est fascinant, c'est magnifique, et c'est l'un des films les plus marquants que vous allez voir de votre vie. En tout cas en termes de visuel, de personnages, vous allez clairement vous en rappeler. Le prochain film que j'ai envie de conseiller est un film que j'ai vu récemment pour la première fois, c'est La Montagne Sacrée de Jodorowsky, sorti en 1973. Vous êtes 8% à l'avoir vu. La Montagne Sacrée, c'est très difficile à expliquer, mais c'est l'histoire d'un homme qui va se balader à travers une sorte de ville et au fur et à mesure va entreprendre une sorte de voyage vers une montagne sacrée où il y a toutes les réponses à l'existence, à sa vie et à tout ce qu'un humain souhaite savoir. La Montagne Sacrée, c'est dur parce que Jodorowsky, j'avais juste vu El Topo avant, et c'est des films assez expérimentaux, dans le sens où c'est pas qu'il n'y a pas d'histoire, c'est pas que les enchaînements des séquences sont assez loufoques, mais c'est un peu le cas. Et moi, je l'ai vu du coup au cinéma, avec Jodorowsky dans la salle, et il a même donné une conférence par la suite, alors qu'il a genre 95 ans, juste pour sa respect, il est un peu fou, hein. Mais si vous voyez le film, vous comprenez pourquoi il est un peu fou. On dirait vraiment un trip au LSD, avec des séquences absolument glorieuse. Je veux dire, c'est l'un des films les plus beaux que vous allez voir dans votre vie. Entre le travail sur les couleurs, le travail du symbolisme religieux, philosophique, existentiel de la chose, parce que c'est le but de l'histoire, les nombreuses aventures, parce que c'est un peu une odyssée d'un homme qui va trouver de nouveaux compagnons qui vont aller vers une montagne. C'est marrant parce qu'ils ont moins en moins de budget par rapport à l'avancement du film, et ils jouent beaucoup sur ça d'ailleurs aussi. Ça va être à la fois psychique, magique, mystique, et complètement barré dans tous les sens. C'est très dur d'en parler sans spoiler, sans être rentré dans les détails, mais vu le travail qui est fait sur la religion, sur la guerre, sur la colonisation aussi d'ailleurs, c'est intéressant, sur les récits bibliques et religieux de manière générale. Il y a un truc surréaliste évidemment à l'œuvre, et c'est pour ça que c'est bien de le voir au cinéma, parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont peut-être décrocher. Mais vu que Jodorowsky il fait quasiment tout, genre mise en scène, il a fait des décors, il les a peints, du coup il y a des décors qui sont peints en studio, qui sont très bizarres, mais à la fois très sensoriels, et c'est un film sensoriel. C'est-à-dire que vous comprenez tout ce qui se passe, les différentes thématiques sur la foi, l'oppression, le capitalisme, la nature, la recherche de soi, tout ça, ça vous comprenez. Mais il y a un côté éternel et transcendant à l'œuvre qui est assez génial, parce qu'il y aura plein de personnages, ils auront toute une quête différente, et t'as l'impression qu'ils vont vers une aventure absurde qui va vous marquer, je pense, à vie. Il y a des images qui sont tellement uniques, tellement originales, tellement fortes, que vous allez clairement vous en rappeler. Il y a des plans, ça fait partie, d'après moi, parmi les plus beaux films que j'ai vus de ma vie. Donc honnêtement, je vous le dis tout de suite, c'est expérimental, c'est spécial, mais je pense que ça vaut vraiment le coup, parce que c'est une belle œuvre, une œuvre assez forte en imagerie. Vous allez comprendre ce qui se passe, vraiment. C'est pas un film qui est difficile à comprendre, mais il faut se laisser embarquer par les sentiments, par l'émotion de l'image, et se laisser happer sans toujours vouloir être dans l'analyse. Vous analysez si vous voulez après avoir vu le film, mais laissez-vous immerger par l'expérience et vous allez adorer. Mais il faut être focus, hein, parce que si vous lâchez, je pense que c'est fini. Il
faut vraiment être focus. Et c'est pas très long aussi, je crois que ça dure 1h45. J'ai pas pris des films longs cette fois-ci pour le coup. Vous pouvez tous les voir. Et le dernier film que j'ai envie de vous recommander est le film évidemment American History X. J'avais fait une critique à l'époque, mais je me suis dit, vous savez quoi, en termes de timing, c'est un bon film à recommander, d'après moi. Je pense que c'est le moment idéal, malheureusement. Réalisé par Tony Kai, c'est le film que vous avez le plus vu de la vidéo. Vous êtes presque la moitié avec 49% à l'avoir vu et c'est assez compréhensible. C'est un film qui a beaucoup marqué, qui est récent, 1998. American History X est l'histoire d'un homme qui, après avoir brutalement assassiné quelqu'un, va finir en prison et cet homme-là est un nazi. Du coup, on va suivre deux choses en parallèle, sa vie en prison et en même temps la vie de son petit frère qui lui aussi tombe progressivement dans le nazisme. American History X fait un peu partie de ces films sur la montée du fascisme et du nazisme et surtout du néonazisme dans le monde occidental. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Angleterre avec pas mal de films aussi. On parlera par exemple de This is England un autre jour. Il y a plein de pays qui ont sorti des films sur les néo-nazis, comme aussi le film avec Russell Crowe, je crois Stomper ça s'appelle. C'était une époque où il y avait de plus en plus de néo-nazis et c'était intéressant parce que justement, ce que ces gens-là disent, et j'en ai beaucoup parlé dans ma critique, ce que les arguments énoncés par ces nazis-là, on les entend beaucoup aujourd'hui. Je vous jure, revoyez le film aujourd'hui et les arguments néo-nazis et ce qu'ils disent, c'est ce que les gens défendent aujourd'hui. Que ce soit un parti qui fait 35% aux élections, mais aussi par exemple aux États-Unis la semaine dernière. En fait, c'est ça qui est assez frappant et difficile à admettre, c'est que tu as l'impression quand tu as vu ce film que la situation s'est empirée depuis. Sauf que maintenant, les gens se proclament plus comme des nazis, c'est devenu un peu la norme pour certains. Et la force du film, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit dans ma critique à l'époque, tu parles trop politique. Le film ne parle que de ça. En fait, vu qu'on prend le point de vue d'un nazi qui essaie de se repentir, parce que ça, le but du film, c'est de dire qu'en fait, oui, tu peux être un nazi en fonction de tes conditions sociales, de ton milieu socio-économique et des choses comme ça, mais il y a de l'espoir. Et du coup, on va suivre justement comment cet homme-là essaie justement de sortir de cette phase de sa vie qui est le nazisme. Et de l'autre côté, on a l'opposé. On a cet homme-là, ce jeune, qui lui va rentrer dedans progressivement. Et c'est ce parallèle-là qui est fort dans le film et comment les deux s'intersectent et en même temps, l'un essaie d'empêcher l'autre de faire le même parcours que lui. Et c'est ça qui est fascinant, c'est la manière dont le film fait ça. Je trouve qu'il y a une mise en scène qui est très belle, que ce soit par rapport aux couleurs noir et blanc, qui sont des flashbacks, qui montrent le côté assez horrible de ce qui se passe avec un Edward Norton absolument sublime, l'un de ses meilleurs rôles d'après moi. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ce mec-là est charismatique. Ce mec-là est stylé. Et c'est là qu'il y a une vraie opposition cinématographique, c'est que le mec qu'on te montre là, et je pense que c'est une force du film, même si c'est beaucoup décrié par les gens, oui, t'as envie de le suivre. Et c'est ça le truc contradictoire. C'est un nazi, mais il pue la classe. Et c'est ça la force du film, c'est de te dire, ok, regarde, les leaders, ils sont comme lui. Ils sont charismatiques, ils arrivent à te manipuler, donc attention. Et c'est le but du film. Et ça va évidemment dans plein de détails différents par rapport à leur vie, par rapport à leur existence. Bref, voilà, je vais pas entrer dans les détails pour pas spoiler. Mais je trouve qu'il y a une vraie force émotionnelle. C'est un film fondamentalement politique, antifasciste évidemment. Et ça va aller très très loin. Et je pense que le fait que des gens se fassent encore gober aujourd'hui, que des gens considèrent ce film comme un film néo-nazi ou d'extrême droite, n'est pas un échec du film, mais d'après moi une réussite dans le sens où il prouve que les gens sont facilement dupes par ce genre de discours qui font énormément de mal. Donc il y aura plein de discours, plein d'arguments politiques, il y a plein de débats dans l'œuvre par rapport à ça, donc c'est un film fondamentalement politique. Ceux qui n'aiment pas la politique, vous n'attendez pas à l'action non-stop ou des choses comme ça, même s'il y a beaucoup de tension, de stress, c'est un film imposant je trouve, qui est d'après moi brillant, qui est bon, qui est fort, et je ne peux que vous le recommander. Mise en scène assez sobre, dure, l'une des fins les plus mémorables aussi, et ça parle de beaucoup de choses, dont le cycle de la violence, et comment cette idéologie contamine comme une maladie. Donc je trouve que c'est un film qui mérite d'être réexploré aujourd'hui, être revu, et je vous le conseille parce que c'est vachement bien aussi comme film. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y aura d'autres vidéos comme ça, ne vous inquiétez pas. J'ai un peu changé la miniature, je tente d'autres trucs. J'espère que ça va vous attirer, j'espère que ça va plaire aux gens. Je tente des choses, voilà. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces films. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,30 € par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des formats courts ou des lives. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.